Alors, je remercie Madame Serviette qui nous a présenté un exposé qui s'inscrit, à mon avis, dans la continuité de la première intervention de Madame Safat, mais Madame Sadia a touché ce projet, je dirais, de société de la régionalisation avancée. Donc, nous avons appris énormément de choses. C'est quoi la régionalisation avancée, les contraintes, les exigences du projet, comment peut-on faire de cette initiative un levier de développement durable dans notre pays, et dernièrement de quoi nous avons besoin pour la prise en compte de cette démarche par les régions. Alors merci Madame pour votre présence, pour votre participation avec nous aujourd'hui. Monsieur Zetouni, la parole est maintenant à vous. Bonjour tout le monde, je suis très fier d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un honneur de participer à cette conférence sur la responsabilité sociétale des organisations et la régionalisation avancée. Donc je tiens à remercier les organisateurs, à remercier M. Mohamed Kbira, professeur Mohamed Kbira, président de l'Observatoire des études sur la gouvernance et le management. Merci aux étudiants qui sont présents aujourd'hui. Donc merci tout le monde. Moi je pars du principe que la régionalisation avancée, c'est une réponse sociétale à la question et aux besoins, aux attentes et aux aspirations des citoyens marocains. Donc voilà. Donc là, une régionalisation avancée, c'est une responsabilité sociétale de l'État marocain. C'est une responsabilité sociétale du gouvernement, mais c'est une responsabilité sociétale du responsable étatique et du palais également. Ce chantier structurant et restructurant de la responsabilité sociétale est nouveau, est toujours ouvert. Le Maroc compte beaucoup sur ce chantier depuis l'indépendance du pays. Donc après l'indépendance, le Maroc s'est trouvé noyé dans des problèmes très graves, qui sont le résultat naturel de la concentration de la richesse dans l'axe atlantique, Casablanca et Tanger, et plus précisément dans la grande métropole de Casablanca. Donc cette concentration a causé plusieurs problèmes, notamment la concentration de la richesse dans des zones Casa, Rabat, Tanger, en tant que grande ville. Cette situation a donné lieu à une économie très fragile, à une économie déséquilibrée, caractérisée par une urbanisation inachevée et anarchique, et par un territoire mal conçu et déséquilibré. Également un parc de logements dégradé et insalubre. Le cas des quartiers bidonvillois, le cas des quartiers clandestins, comme vous le savez actuellement, plus de 100 000 familles marocaines habitent dans des quartiers bidonvillois, vivant dans des conditions de précarité, dans des conditions défavorisées, et ce à cause de l'exode rural et la spéculation foncière, ainsi que la fuite des capitaux et la chute en valeur
des investissements. Donc face à cette situation, face à ce constat, les gouvernements marocains ont pris le défi pour la reconstruction et la restructuration du pays et de son économie. Et ce, via des plans, des programmes de développement allant du premier plan quinquennal entre les années 1960 et 1964, où l'agriculture et le secteur industriel étaient les axes principaux de ce plan de développement. Deuxièmement, le plan entre les années 1968 et 1972 qui vise une distribution judicieuse de la richesse à l'échelle du territoire marocain. Et en 1983, le programme d'ajustement structurel qui a réduit le champ d'intervention de l'État dans les domaines économiques et sociaux. Mais, malgré ces programmes, l'économie marocaine est restée tributaire de la géographie du pays et de l'héritage colonial, ce qui a poussé les responsables, les gouvernements et l'État marocain à réfléchir et à identifier d'autres programmes de développement capables de concevoir des plans de développement socio-économique du pays. C'est à partir de là, le territoire est considéré comme un espace, comme un moteur, un accélérateur de développement socio-économique, un acteur capable d'élaborer des stratégies et des plans de développement territorial, de développement socio-économique. Ce qui a poussé également les responsables à lancer ce grand chantier structurant et restructurant de la régionalisation avancée. Donc avant de traiter la question de la régionalisation avancée qui est une responsabilité sociétale de l'État marocain, nous allons définir quelques concepts voisins, le concept de la famille de la régionalisation. Commençons par le régionalisme. Le régionalisme est une définition idéologique de la régionalisation liée à l'identité de la région et basée sur des caractéristiques humaines, culturelles, linguistiques et traditionnelles de la région. Prenons l'exemple de la région Tanger-Hoceima. La région c'est Tanger-Hoceima, mais le régionalisme de la partie Tanger est spécifique à la partie du nord, du Tanger, la culture, les aspects linguistiques, les traditions. Un autre régionalisme de cette région, la partie de Nador. Elles ont aussi une culture spécifique, des aspects linguistiques et des traditions qui diffèrent de la région du régionalisme de Tanger. C'est la même région Tanger-Hoceima, mais avec deux types de régionalisme qui est Tanger et Hoceima. Donc le régionalisme ne se limite pas à l'espace aux limites administratives de la régionalisation. D'autres concepts voisins, la décentralisation et la déconcentration. Donc comme vous le savez, la décentralisation, c'est un transfert du pouvoir d'un niveau central à un niveau local et provincial. Donc, prenons le cas des collectivités locales, des régions, des conseils communaux, des arrondissements, des conseils régionaux et des conseils préfectoraux. Donc, ce sont des instances, des institutions qui jouent ce rôle de décentralisation au sein de la région. Par contre, la déconcentration, c'est un déplacement géographique du pouvoir d'un niveau central à un niveau local, à un niveau préfectoral, mais en gardant toujours
les prérogatives de l'État, les prérogatives du pouvoir central. C'est-à-dire que les administrations décentralisées exécutent à la lettre les décisions du pouvoir central. C'est le cas des préfectures, des wilayas, des arrondissements, des cercles où on trouve les caïds, les bachas, etc. Troisièmement, comme concept voisin, c'est le fédéralisme. Donc, le fédéralisme est un système politique qui vise un partage du pouvoir législatif entre l'État fédéral et les autres États provinciaux. Et l'autorité de chaque gouvernement est délimitée par une constitution écrite. Le cas de l'Argentine, le cas du Brésil, le cas de la Belgique, le cas de l'île de Comores, le cas de l'Irak qui adopte ce concept de fédéralisme depuis l'année 2005. La régionalisation stratégique est un chantier stratégique qui est toujours ouvert, dans lequel la région doit jouer un rôle de convergence, de coordination et de ciblage des politiques publiques et contribuer à la réduction des disparités territoriales et régionales. Donc, tout d'abord, un choix royal que Sa Majesté avait annoncé au début de son règne, précisément en 2008. Donc, c'est un choix stratégique qui vise un meilleur développement du royaume et qui vise aussi la lutte contre les disparités territoriales et sociales et même régionales. Mais ce concept de décentralisation, de régionalisation avancée est passé par plusieurs étapes historiques avant d'arriver à ce stade de régionalisation. Donc nous voulons partager avec vous quelques flashs des dates qui montrent l'évolution historique de ce concept de régionalisation avancée. En 1955, la mise en place de la stratégie de la décentralisation qui accorde plus de compétences aux collectivités locales. Collectivités locales, comme nous l'avons mentionné et signalé, comme les conseils communaux et les régions et les arrondissements. En les années 60, le Maroc a mis en place le DAER relatif à l'organisation communale. Cette année a connu l'organisation des premières élections communales et à la mise en place de la première charte communale. La charte communale comme outil, comme dispositif, comme guide pratique pour la gestion de ces communes. En 62, la Constitution de 62 a consolidé ce processus en définissant les préfectures, les provinces, les collectivités urbaines et rurales comme étant des collectivités territoriales de droit public dotées de la personnalité morale. En 71 a fait l'apparition de la notion de la région et suite à ce contexte, le royaume a été divisé en 7 régions dont le rôle était la réalisation du développement économique. La charte communale de 1976 est considérée comme une grande avancée du processus de la décentralisation au Maroc. Donc à partir de l'année 2000, de 1976, on a commencé à parler de cette question de la décentralisation. La Constitution de 1992 a consacré à la région le statut officiel de collectivité locale. La première loi sur les régions en 1996 qui a précisé l'organisation et les compétences des régions ainsi que l'encadrement du découpage en 16 régions. Ça, c'est l'occupage administratif des régions au début était 16. La Constitution de 1996 a prévu l'organisation des élections des conseils régionaux. Le repositionnement de la région comme base de développement économique n'est affirmé qu'avec la révision du code juridique des collectivités locales et la réduction de la tutelle de l'État en 2002 et l'allocation d'une ligne budgétaire spécifique aux régions via la loi des finances en 2016. Et en 2007, le Maroc a adopté un système avancé d'autonomie au Sahara marocain. Et pour que ce système soit confirmé et accepté dans un cadre plus large, le Maroc a procédé à la mise en place d'un système de régionalisation avancée sur tout le territoire marocain, sur tout le territoire national. Donc la résolution des problèmes du Sahara
la démocratie et le développement économique sont les trois raisons qui font que le Maroc part de la régionalisation vers celle avancée sur tout le royaume. La nomination de la commission consultative de la régionalisation en 2010, chargée d'élaborer une conception générale d'un modèle marocain de régionalisation avancée et l'intégration de cette régionalisation dans la Constitution de 2011 et en 2015, le passage du découpage administratif en 16 régions à 12 régions et l'adoption de la loi relative à la région. Donc voilà, ce sont des dates qui montrent les étapes passées par ce concept de régionalisation avancée. Passons maintenant aux enjeux et objectifs du processus de la régionalisation avancée. En général, nous distinguons trois enjeux. Premièrement, le développement de la compétitivité économique des régions. Donc, il s'avère bien que le premier enjeu majeur du processus de la régionalisation avancée est le renforcement de la compétitivité de chaque région. Deuxièmement, la mise à niveau économique et sociale des régions à travers un développement des activités économiques et la création de l'emploi, et aussi la réduction de la pauvreté et de l'exclusion sociale, tout en assurant une décentralisation industrielle et une urbanisation équilibrée afin de réduire les inégalités entre les régions du pays et même à l'intérieur de chacune d'elles. C'est le cas de la création des pôles de compétences, des zones industrielles et des zones d'activité qui sont concentrées actuellement dans l'axe Casablanca-Tanger. Donc il faut créer d'autres zones dans d'autres régions. Le renforcement du processus comme dernier point démocratique à travers une réelle décentralisation du pouvoir, ce qui nécessite plusieurs réformes des structures de l'État à travers la modernisation des institutions. En ce qui concerne les acteurs régionaux et leurs missions, on distingue d'abord l'État qui joue le rôle de l'orientation, la conception, l'animation, l'accompagnement, l'assistance, l'évaluation et le contrôle avec la délégation progressive des missions opérationnelles et de gestion au service concentré. Deuxièmement, le wali et les gouverneurs qui représentent l'État au niveau de la région. Ils ont pour mission de veiller à l'application des lois, des règlements et décisions des gouvernements. Donc, le wali et le gouverneur sont deux appareils qui constituent un système de veille stratégique pour le pouvoir central au niveau de chaque région, de chaque préfecture, de chaque province. Les conseils régionaux, c'est un conseil élu qui représente la région. Son rôle, c'est la préparation et l'élaboration des schémas nationaux, de l'aménagement territoire et des schémas de développement urbain et des stratégies nationales et régionales en matière de promotion des investissements et de l'emploi, de l'eau, de l'énergie, de l'environnement, de l'éducation, de la formation, de la culture et de la santé. Donc les conseils régionaux ont également pour mission de réaliser des travaux d'infrastructures de base productive et reproductive comme les ponts, les routes, les aménagements, l'habitat social et ainsi de suite. Les conseils préfectoraux et provinciaux qui sont aussi des conseils unis et qui représentent le conseil régional au niveau de chaque préfecture et au niveau de chaque province, sont des conseils qui veillent à l'élaboration des plans régionaux au niveau des préfectures et au niveau des provinces. Le secteur privé, qui joue un rôle très important dans l'augmentation de la croissance économique, la création de la richesse et la réalisation des investissements et la création de l'emploi. Donc chaque région doit procéder à l'amélioration de son climat des affaires et le renforcement de sa compétitivité territoriale afin d'attirer le maximum des entreprises et mettre en place des mécanismes de concertation avec le secteur privé et le développement des partenariats publics-privés. On peut parler ici de la régionalisation entrepreneuriale. Les entreprises publiques, donc, qui représentent l'État central dans les préfectures et les régions, je cite l'exemple de Odile d'aménagement rural, qui assure le rôle de l'État pour l'État marocain, la CDG, Caisse de dépôt et de gestion,
L'OCP, ce sont des établissements et des entreprises publiques qui jouent un rôle dans cette question de régionalisation avancée. La société civile, qui joue aussi un rôle très important. La société civile, c'est un facilitateur plutôt, c'est un animateur qui représente la population et qui facilite la participation de la population dans la prise de décision à l'échelle locale et centrale. Et je pense que le Maroc accorde beaucoup d'intérêt à cette question de la société civile. Même les bailleurs de fonds préfèrent octroyer des fonds directement aux associations. Ils préfèrent les associations par rapport aux structures étatiques. Les agences de développement, aussi, ce sont des acteurs de la régionalisation avancée. C'est l'exemple de l'agence du Nord, l'agence du Sud, l'agence d'aménagement de la vallée de Bourguerre, l'agence d'aménagement de la vallée de Mouachika, l'agence d'aménagement de la région de Rabat. Donc ce sont des agences qui jouent un rôle de liaison entre les différents opérateurs publics et privés selon une démarche partenariale qui favorise l'approche participative et l'implication des départements ministériels, des collectivités locales, des investisseurs privés, des organisations non gouvernementales et des bailleurs de fonds étrangers. Je passe. L'agence régionale de l'exécution des projets, les AREP, ce sont des agences créées par les conseils régionaux et ce sont aussi des acteurs de cette question de régionalisation avancée. Donc, les régions ont créé ces agences pour l'exécution, pour la réalisation des projets de chaque région. Son rôle principal est d'aide aux conseils régionaux. Toute forme, elle, apporte à ces conseils toute forme d'assistance juridique, d'ingénierie technico-financier lors de l'étude de la préparation des programmes de développement et l'exécution des projets et des programmes d'idées décidés par le conseil régional qui peut confier à l'agence la gestion de certains projets pour le compte de la région. En ce qui concerne le financement des régions, donc, le financement des régions, normalement nous distinguons 5 sources, ou bien 5 ressources de financement des régions. D'abord les ressources propres, les ressources transférées, les crédits et les prêts, le fonds, ça c'est 3 ressources. Quatrièmement, le fonds de solidarité régionale, c'est-à-dire le fonds de solidarité entre les régions, et le fonds de solidarité territoriale entre les territoires au sein de chaque région. Le potentiel des régions en termes d'investissement, actuellement, le gouvernement marocain a réservé 400 milliards de dirhams correspondent à des projets qui seront réalisés sur les prochaines années, mais aussi sur un horizon plus long entre 10 et 15 ans. Donc ce n'est pas une enveloppe nécessaire tout de suite, c'est plus une vision stratégique, une vision des régions. Donc, comme vous voyez, c'est un budget important, 400 milliards de dirhams sur 15 ans pour les régions. Donc, elles ont démarré avec 4 milliards de dirhams en 2016 pour chaque région. Et le montant a progressé chaque année et va poursuivre sa progression pour atteindre 10 milliards de dirhams en 2021, 10 milliards de dirhams pour chaque région. Par la suite, les régions recevront chaque année au moins 10 milliards de dirhams. Chaque année, au moins 2 milliards de dirhams. Donc aujourd'hui, le travail est en cours pour transformer ces régions, ces projets à court terme en contrat-programme entre l'État et les régions. Il y a déjà un contrat qui est quasiment prêt, celui entre l'État et la région des Meknès, qui représente quelques 10 milliards de dirhams. Donc pour conclure, le Maroc est sur la bonne voie dans ce processus de régionalisation avancée qui constitue à la fois une responsabilité sociétale de l'État marocain et une socialisation organisationnelle qui vise à intégrer les citoyens dans l'État marocain, vu que l'acteur, ou bien le facteur humain, occupe une place importante dans ce processus de régionalisation avancée, et ce pour faciliter tout ce qui est changement organisationnel et également les bonnes pratiques de la gouvernance.
Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la régionalisation avancée est un moteur de développement socio-économique, d'abord, est un réducteur des disparités territoriales et régionales, troisièmement, est un stabilisateur sociétal. Merci pour votre attention.